Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'IAB consacré au futur du cookie. Je m'appelle Jean Bouteiller, je vous accompagnerai tout au long de ces 90 minutes au cours desquelles nous reviendrons sur les problématiques aussi bien techniques et juridiques liées aux cookies. Et nous évoquerons également les différentes pistes pour adresser les trois strates de l'adressabilité avec les différents groupes de travail de l'IAB avant de finir cette matinée par une présentation du projet REARC et une session de questions-réponses au cours de laquelle, évidemment, vous pourrez échanger avec les experts de l'IAB. Augustin Descrets, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous ce matin. Vous travaillez sur le cookie-less et le futur du cookie au sein de l'IAB. Ce webinaire intervient dans un cadre d'actualité assez brûlant, puisque la CNIL a annoncé ce matin des sanctions contre Google et Amazon. Le cookie, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité pour l'IAB. Ça a été au cœur de l'activité des différents groupes de travail de l'IAB ces derniers mois. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être passer à l'introduction, mais effectivement, c'est au cœur de l'actualité, encore plus aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, la CNIL a envoyé, enfin, il y a une amende de la CNIL auprès de Google. Il y a 2 amendes. Donc voilà, c'est lié au consentement, toujours le fameux consentement, et il s'applique à tout le monde et effectivement aux cookies, mais à n'importe quel traceur aussi. Alors, un sujet d'actualité, mais en tout cas, l'IAB, évidemment, travaille dessus depuis de longs mois. Exactement. On a lancé le groupe de travail avec Nicolas Rieul, donc, qui est le président de l'IAB, il y a 7 mois. Et on est parti d'une réflexion, de cette réflexion qu'effectivement le cookie tiers allait disparaître et qu'il était un maillon important de l'écosystème de la publicité digitale et qu'il fallait à tout prix anticiper cet enjeu majeur et la fin du cookie tiers qui arrive pour 2022. Alors, je tiens à remercier 5 groupes de travail parce qu'on a lancé les groupes de travail début mai 2020. Donc, on était en pleine crise de Covid et on a beaucoup de membres de l'IAB qui se sont investis. On a eu jusqu'à 90 contributeurs, donc c'est beaucoup. Beaucoup de personnes se sont investies et on a créé 5 groupes de travail parce qu'il nous semblait que l'aborder de façon globale était un peu risqué. Donc, on s'est spécialisé, on a spécialisé nos forces. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont travaillé. Je tiens à dire que c'est une… Pardon. Non, je reviens en arrière. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a pris la main sur le… Augustin, continuez. Donc, 5 groupes de travail. C'est une première étape. En fait, ce webinaire est une première étape. Il est associé au lancement du guide sur le cookie-less qui arrive dans les prochains jours et qui lui aussi est une première étape parce qu'on va aborder de façon théorique l'ensemble des solutions. Et il y aura une deuxième étape dans laquelle on va aborder des use cases. Le but, c'est d'avoir des solutions qui fonctionnent et d'avoir différents contributeurs. Alors, je vais passer… Je n'arrive pas à prendre la main sur la… Voilà. Non, j'ai juste un slide avant qui a disparu. Bon, c'est pas grave. Donc, juste pour vous dire que l'IAB a toujours été au centre des enjeux de notre écosystème. On a normalisé les premiers formats publicitaires. Quand le programmatique est arrivé en 2010-2011, on a participé à la création des standards du programmatique avec l'OpenRTB. On a veillé à mieux protéger les annonceurs avec les solutions de viewability, mais aussi les publishers avec l'ad.txt, etc., etc. Et là, on a encore un enjeu majeur qui arrive, qui est la fin du cookie tiers, et on doit, par le biais de différentes initiatives et par le biais aussi de REARC, définir les nouveaux standards. Alors, ça se fait aujourd'hui, et qui mieux que l'IAB peut répondre à ces solutions. L'IAB est au cœur de l'écosystème publicitaire, digital. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas membres de l'IAB, à rejoindre l'IAB. C'est l'année où jamais il faut rejoindre l'IAB. C'est aujourd'hui qu'on construit les standards de demain. Non, mais c'est important, c'est-à-dire que le cookie nous a accompagnés pendant ces 25 dernières années. Il faut qu'on, ensemble, annonceurs, adtech, publishers, agences, on participe à la création des nouveaux standards. Alors, on va faire un petit rappel. Vous nous avez préparé quelques slides sur le contexte et notamment l'historique du cookie, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'origine de cette technologie. Exactement. Alors, quel est le point commun entre une PlayStation et les cookies? A priori, il n'y en a pas beaucoup. On peut peut-être manger des cookies en jouant à la PlayStation. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous les deux été créés en 1994. Donc, c'est il y a plus de 25 ans.
La PlayStation a été créée par Sony dans le but de contrer Nintendo, et le cookie a été créé par Netscape, par des anciens de Mosaic, parce que le navigateur à l'époque était Mosaic, et Netscape s'est dit qu'il fallait apporter un peu plus d'expérience positive à l'utilisateur, et ils ont créé le cookie. Alors, le cookie était pas mal challengé, mais il a été finalement utilisé par tous les navigateurs à l'époque, donc le premier étant Internet Explorer, etc., etc. Donc une technologie qui existe déjà depuis un quart de siècle, créée Un par quart des de siècle, navigateurs. exactement, et qui a participé au développement de la publicité digitale. On va dire, c'était une révolution pour la publicité digitale, hein. Il permet de mesurer, il permet de limiter la pression des campagnes. On va dire qu'il améliore comme l'expérience utilisateur. Mais ce qui a fait son succès, c'est qu'il est simple. Le cookie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fichier de texte qui est très léger, dans lequel on va mettre certaines informations. Donc, c'est sa simplicité. Le deuxième atout du cookie, qui a fait aussi son succès, c'est qu'il est universel. Il est utilisé par tous les acteurs, sans exception de l'écosystème. Donc, tous les acteurs savent comment l'utiliser. Bien qu'il ait 25 ans, alors il est, bon, on va dire c'est une vieille voiture, mais il est quand même utilisé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et il s'est adapté à l'ensemble des enjeux, au programmatique. Il s'est adapté aussi, il y a 25 ans, il n'y avait pas de smartphone, il s'est adapté à tout ça. Alors, il permet de quoi? Il permet de mesurer, il permet d'activer. Donc, il permet de mesurer, via un outil analytique, on va pouvoir mesurer le nombre de visiteurs uniques présents sur une page. On va pouvoir aussi, grâce à un ad server, mesurer des clics, mesurer des impressions. On va pouvoir voir si on expose ou pas une personne pendant une campagne C'est publicitaire. ce qu'on appelle le capping. Le capping ou le frequency capping, parce que ça peut être aussi un minimum d'exposition. Et on va pouvoir activer des campagnes. Alors, on va pouvoir faire des campagnes de user-centric, on va pouvoir faire des campagnes de retargeting, on va pouvoir suivre l'utilisateur dans sa navigation et l'exposer à des campagnes plus ou moins ciblées. Donc, tout ça, vous le faites au quotidien. Voilà. Alors, pourquoi, s'il est si universel, si stratégique que ça, le cookie disparaît? Alors, est-ce que c'est une volonté de l'utilisateur? Non, ce n'est pas une volonté de l'utilisateur. Il y a quand même une défiance, on peut dire, de l'utilisateur par rapport à la publicité digitale dans son ensemble et par rapport aux cookies, mais on a renforcé au fil du temps le pouvoir de l'utilisateur. Dans un premier temps, on a imposé au navigateur le fait de supprimer l'historique de navigation et l'historique des cookies. Après, on a renforcé les lois. C'est-à-dire qu'on connaît tous RGPD qui vient donner un peu plus de pouvoir et des libertés à l'utilisateur par le biais du consentement explicite, et on en parlait ce matin en introduction. Donc, ce n'est pas une volonté de l'utilisateur. Et on sait même, l'utilisateur, moi je le sais, que si je veux naviguer sans cookie, eh bien, je vais à droite sur mon navigateur et en 3 secondes, je refais, merci, on peut être en navigation privée. C'est-à-dire que c'est très simple, on sait qu'on peut être en navigation privée. Alors, est-ce que pour des raisons légales? Là aussi, non, ce n'est pas pour des raisons légales. Le cookie, comme n'importe quel traceur, doit répondre à des normes, à des minimums, enfin des lois. On parlait des RGPD et au consentement explicite. C'est-à-dire que ce soit un cookie ou un autre, voilà, on doit avoir le consentement de l'utilisateur avant de déposer un cookie. Et on reparlera de ce sujet notamment avec Sarah dans quelques instants. Exactement. Et pour des raisons techniques, on l'a dit, en fait, c'est un fichier qui est très simple, qui est utilisé par l'ensemble de l'écosystème. Alors, effectivement, hein, on va dire c'est un vieux nanar. Il est arrivé il y a 25 ans. 25 ans en âge Internet, c'est un peu comme en âge de chat, hein, c'est un siècle. Mais il a su s'adapter aux différents enjeux. Alors, pourquoi le cookie disparaît? Eh bien, il disparaît pour une simple et bonne raison. C'est que c'est la volonté des navigateurs. En fait, le cookie, il est navigateur centrique. Il est il est sur le navigateur. Donc, ça a commencé avec Safari qui a supprimé les cookies il y a plus d'1 an. Après, on a eu Firefox en septembre 2014. Et enfin, Chrome a annoncé en début 2020 cette volonté de supprimer le cookie tiers à l'horizon 2022. Donc voilà, le cookie disparaît parce que les navigateurs ont décidé de le faire disparaître. Alors, on a mis ce slide et vous le retrouverez dans le cadre du guide sur le cookie-less, les parts de marché des différents navigateurs dans le temps, et vous voyez l'impact que ça peut avoir pour notre écosystème, la fin du cookie tiers, notamment sur Chrome. Alors, il y a 2 façons de voir les choses. La première, c'est de voir le verre de lait
à moitié vide. Et c'est d'être un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez la fable de la grenouille dans l'eau chaude. C'est-à-dire que si on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle va immédiatement sortir de l'eau. Et en revanche, si vous mettez cette grenouille dans un pot d'eau froide et que petit à petit vous allumez le feu, et donc petit à petit l'eau va se réchauffer, la grenouille ne va pas s'en rendre compte et ne va rien faire et va être prise au piège. Donc ça peut être la première solution. On peut être prise au piège et rester comme un lapin dans les phares d'une voiture. Nous, à l'IAB, on a considéré qu'il fallait qu'on fasse évoluer un petit peu les choses, qu'il fallait qu'on soit actif. Donc, c'est le but de ce groupe qu'on a créé avec Nicolas et l'ensemble des acteurs de l'IAB. C'est d'aller chercher, d'aller informer les membres de l'IAB, parce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Et c'est de faire aussi évoluer cette solution qui est des cookies, qui finalement est assez imparfaite, parce qu'elle est sur le device, elle est sur le navigateur. Donc, elle a quand même pas mal de défauts. Et c'est aussi de définir des nouveaux standards pour le marketing digital de demain. Donc, je vais laisser la main à Jérôme et aux différents participants qui vont passer en vue les différentes solutions du marché. Merci. Merci Augustin pour cette introduction, hein, et puis ces éléments de contexte pour bien comprendre un peu d'où on vient et où on va. Alors on a déjà évoqué un petit peu les éléments juridiques, mais on va revenir dessus avec plus de précision, peut-être avec Sarah Vanquet. Bonjour Sarah. Bonjour Jérôme. Merci hein, d'enchaîner. Donc, vous avez également contribué hein, à ce guide de l'IAB sur le futur du cookie, et donc vous partagez avec nous quelques éléments de réflexion et éléments historiques aussi sur cette question du cookie-less et au-delà du consentless. Oui, c'est vrai, on a créé au sein de cette task force un groupe Legal Support qui avait pour vocation d'essayer de répondre à un certain nombre de questions que les autres sous-groupes pouvaient se poser. Une des premières choses qui nous est apparue, c'est que la définition finalement de la donnée personnelle n'était pas toujours très claire. Alors, avant de rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet sur cette définition, je voudrais rappeler, et on peut prendre la slide suivante si vous le souhaitez, on peut rappeler qu'effectivement le cookie, c'est une technologie assez ancienne, mais on doit aussi rappeler que ça s'inscrit dans un contexte juridique, notamment en termes de protection des données personnelles, qui est lui aussi très ancien. La loi informatique et liberté en France, qui est très complète depuis 1978 et qui a su évoluer avec les nouvelles technologies, était déjà un cadre qui potentiellement devait s'appliquer. On a vu un certain nombre d'évolutions au niveau européen avec une directive européenne en 1995. On a également eu des directives spécifiques qu'on a appelées le package télécom pour tout ce qui était aspect électronique et dans le cadre de laquelle se sont inscrites les toutes premières réglementations relatives au dépôt de cookies. Alors, la problématique surtout, et la raison pour laquelle ce contexte juridique s'est largement renforcé au cours des dernières années, c'est que pendant très longtemps, on a considéré le cookie comme une technologie, comme un outil tech et absolument pas comme une donnée personnelle ou comme quelque chose qui devait répondre à un certain nombre d'obligations relatives aux droits des individus. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on prend conscience de ça parce que, notamment le régulateur l'a rappelé au travers de ces différents règlements et projets de directives qui sont en cours d'élaboration pour le projet e-privacy, mais également parce qu'ils ont rappelé de manière assez brutale qu'il fallait s'y conformer et que l'absence de conformité valait sanction. Et on l'a vu encore ce matin. Alors, si on prend la définition de données personnelles, ce qui est la slide suivante, on va considérer qu'une donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu. Alors vous allez me dire, un cookie, ça ne permet pas d'identifier Sarah Vanquet. Non, pas directement, c'est vrai, mais vous allez réussir à m'individualiser et par l'association d'un certain nombre d'informations, potentiellement, vous pouvez me réidentifier. Et c'est exactement ce que capture la définition de données personnelles dans la nouvelle réglementation et ce qu'a rappelé la CNIL dans ses guidelines de l'été dernier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nombreuses données dites techniques, comme des identifiants, comme des adresses MAC, comme des device ID, sont considérées aujourd'hui comme des données personnelles. Alors évidemment, dans la notion de données personnelles, il y a un certain nombre de nuances qui peuvent être apportées. Il y a la donnée directement identifiante, que sont les noms et prénoms. Et évidemment, là, dans le contexte de ce groupe de travail, on n'est pas en train de parler de ça.
Il y a des choses qui sont un peu plus indirectes et qu'on appellera des données pseudonymes, comme effectivement l'identifiant d'un cookie, qui peut être une donnée pseudonyme, puisqu'indirectement, en la réassociant avec d'autres informations, on pourra remonter à l'individu. Et puis après, il y a ce qui nous permet de sortir du champ de la réglementation données personnelles, ce qu'on appelle les données anonymes. Alors, pour considérer qu'une donnée est anonyme, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions qu'on pourra résumer, parce qu'on n'a peut-être pas assez de temps aujourd'hui pour rentrer dans le détail. On pourra résumer ça dans le fait d'agréger les informations. Dès lors qu'on rend les analyses au niveau d'un groupe et qu'on désindividualise la capacité de remonter ou de relier les informations entre elles, alors on pourra considérer qu'on est dans le domaine de l'anonymisation. Dans ce cadre-là, je pense qu'il y a eu pas mal de confusions qui ont été véhiculées autour de ces dernières guidelines et particulièrement les toutes nouvelles recommandations de la CNIL. On considère souvent que le consentement, c'est le nerf de la guerre. Alors, on a voulu aussi rappeler qu'il y avait un certain nombre de critères juridiques qu'il fallait prendre en compte. La première chose, c'est que le cookie relève d'un droit très spécifique au consentement par le biais d'une réglementation spécifique qui est issue de la première directive e-privacy et que la CNIL a rappelé dans ses guidelines. Ce consentement, il n'est pas une base légale en tant que telle. Quand on parle du cookie, avant toute chose, il y a un consentement pour le dépôt de cookies, indépendamment des données personnelles que vous pouvez collecter ou traiter. Et puis en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle la base légale de tout traitement de données personnelles que le RGPD impose de qualifier. Et le RGPD en dénombre 6. Alors les 4 premières que vous voyez sur cette slide sont évidemment très très difficilement applicables à chaque compagnie de l'évaluer, mais il nous semble que dans le domaine de l'ACTEC, l'intérêt vital, l'intérêt public, l'obligation légale et le contrat ne s'appliquent pas comme base légale. En revanche, il y a un débat qui est ouvert sur comment l'intérêt légitime versus le consentement peuvent s'appliquer. Et effectivement, l'intérêt légitime étant une appréciation qui doit être justifiée par chaque organisme, c'est quelque chose qui peut continuer à s'appliquer pour les données personnelles qui vont être traitées en lien avec le cookie. Et le consentement est également une base légale qui peut être appliquée sur le traitement de ces mêmes données personnelles en fonction de l'appréciation que vous en ferez. Alors pour ça, le RGPD explique que la base légale doit être définie par chaque société après avoir fait une analyse complète et approfondie de ces traitements de données personnelles. Avant qu'on passe au slide, voilà, juste avant ça, donc on comprenne bien, le cookie, c'est à la fois un traceur qui relève donc plutôt d'un texte qu'on appelle e-privacy et une donnée personnelle qui, elle, dans ce cas-là, s'inscrit plutôt dans le cadre du RGPD. C'est toute la complexité de ce sujet, c'est qu'on doit faire coexister ces deux textes européens qui se complètent, mais qui parlent tous les deux finalement de consentement. Exactement. Il y a le tracker, qui est vraiment un outil technique qui nous aide à faire quelque chose, à faire un traitement. Et puis, il y a la donnée personnelle qui peut y être associée. Et c'est là que la confusion entre consentement cookie et consentement base légale a longtemps alimenté le débat. Alors, on a effectivement essayé de créer un mapping un peu pour un peu comprendre hein, la complexité à laquelle sont confrontés hein, les spécialistes du droit lorsque l'on parle de cookies. Sarah, on peut commenter ce diagramme qui a beaucoup de valeur. Oui, beaucoup de valeur et peut-être un biais, mais malheureusement, si on veut pouvoir apporter un peu de clarté, il faut aussi accepter les biais. Le biais, c'est qu'il est peut-être un peu simpliste parce qu'on a voulu justement essayer de simplifier les différentes questions que les directeurs de projet doivent se poser quand on commence à décider de manipuler des cookies et potentiellement des données personnelles. Il y a donc la première question qui est importante, c'est de savoir si on fait appel à une technologie, puisqu'on parle des cookies, mais la loi ne s'applique pas qu'à ces cookies, elle s'applique à tout traceur qui permet d'accéder en lecture ou en écriture dans l'espace de stockage du terminal. Alors, ça, c'est la définition d'un traceur. C'est la définition d'un traceur et le cookie rentre dans cette définition la plupart du temps, sauf à démontrer que ce n'est pas le cas, mais à ma connaissance, ça l'est tout le temps. Si c'est le cas, si vous utilisez ce type de technologie, donc des cookies, vous êtes soumis à cette réglementation e-privacy qui vous oblige à avoir un consentement préalable et préalablement informé. Et si on prend les décisions qui ont été publiées ce matin, la première chose que la CNIL a sanctionnée, c'est le défaut d'information préalable et le défaut de consentement préalable. C'est-à-dire que les cookies étaient déposés avant même que l'individu ait pu avoir accès à cette information.
Alors, si on prend e-privacy, il y a effectivement un certain nombre d'exemptions qu'on peut considérer. Il faut reprendre les définitions vraiment dans le détail pour se poser la question de savoir si votre cookie tombe dans les catégories exemptées. Alors, il y a effectivement tous ces cookies d'authentification, ceux qui sont là pour conserver la mémoire de votre panier d'achat ou personnaliser votre interface, à la condition qu'ils ne soient utilisés que dans ce cadre-là. Encore une fois, les exemptions sont très, très limitées, très restreintes, et il faut vraiment s'assurer que le cookie en question ne fait que ça et rentre uniquement dans cette finalité. Avec un questionnement sur la mesure d'audience publisher, hein, qui est une ligne avec des pointillés. Hein, on ne voit peut-être pas très bien sur les slides, mais il y a un doute là-dessus. Et c'est là, Jérôme, vous avez raison de le noter, que la frontière est un petit peu floue entre l'utilisation exhaustive à des fins d'authentification ou de mesure, et puis l'utilisation qui peut être partagée avec des tiers. Et à ce moment-là, il faut vraiment analyser ces différents usages pour se poser la question de savoir s'il y a un consentement nécessaire ou pas. Si on a un doute ou si on considère qu'on n'est pas dans la catégorie exemptée, alors on doit mettre en place un processus de consentement. Aujourd'hui, on a des processus qui sont assez standardisés avec de nombreuses CMP qui intègrent le Transparency Consent Framework de l'IAB et qui permettent justement de s'assurer d'une information préalable, d'un consentement préalable pour passer ensuite l'information aux différents acteurs qui déposent des cookies et qui ne le déposeront que s'ils ont reçu un signal consentement. Alors, c'est la plupart des cas, c'est la plupart des usages qui sont faits dans la publicité individualisée. Le consentement s'applique et également en matière de mesure dès lors qu'on partage les informations avec des tiers. Une fois qu'on s'est posé cette question sur je dépose un cookie et est-il soumis à la nécessité d'un consentement ou pas par l'application d'e-privacy, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je collecte de la donnée personnelle ou pas? Si je collecte de la donnée personnelle, alors je vais tomber sous le coup du RGPD. Et dans ce cadre-là, il va falloir que je définisse ma base légale, intérêt légitime ou consentement, et puis que je réponde aux obligations légales qui en découlent, notamment les obligations d'information qui doivent être complétées sur le type d'information collectée, le type de traitement, les destinataires, le responsable de traitement, le partage avec des tiers, le cas échéant. Toutes ces informations sont évidemment rappelées dans les obligations du RGPD très clairement. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est dès lors que je collecte des données personnelles, est-ce que je peux essayer de sortir du champ du RGPD par application d'un processus d'anonymisation? Donc, la collecte en tant que telle des données personnelles répond au RGPD et vous êtes soumis à ces obligations, mais vous pouvez peut-être très rapidement anonymiser ces données pour que les traitements successifs qui suivront soient, eux, considérés comme en dehors du champ de cette réglementation et relèvent de l'anonymisation. Voilà, donc encore une fois, ce schéma est à la fois complexe, mais on a essayé de le simplifier au maximum. J'espère qu'il pourra aider un certain nombre des membres de l'IAB. Évidemment, ceux qui ont des questions peuvent revenir vers l'IAB. Avant de parler de ciblage, un point vraiment important, Sarah, le cookie reste aujourd'hui parfaitement légal hein, d'un point de vue juridique. Hein. Ah oui, la première slide qu'on a diffusée le démontre, c'est-à-dire que la réglementation, enfin la directive e-privacy et la directive package télécom ne sont pas des textes nouveaux, ce sont des textes anciens qui ont mis en place très tôt ce système de consentement pour ce type de traceur. La réalité, c'est qu'on a longtemps considéré qu'un grand nombre de cookies ne dépendaient pas de ce champ-là. Mais la réalité est que oui, il rentre dans le champ de la loi et la loi couvre l'utilisation de ces cookies à certaines conditions. Donc, si vous remplissez ces conditions, c'est tout à fait légal. Un autre sujet qui pourra aussi être à suivre hein, dans le cadre de l'IAB et de se jeter sur la privacy, c'est la question du consentement et d'une publicité peut-être qui pourrait s'activer sans consentement. C'est aussi des sujets sur lesquels vous allez travailler? Alors, c'est effectivement des sujets sur lesquels on travaille, et notamment parce que ce groupe de travail, comme l'a précisé Augustin en introduction, il a vocation à inventer le futur de la tech, et y compris dans un monde qui pourrait devoir apprendre à se passer des cookies et des traceurs. Mais dans ce cadre-là, le consentement, il relèvera probablement toujours de la collecte des données personnelles lorsque l'intérêt légitime ne pourra pas s'appliquer. Et il est donc important qu'on continue à rappeler que toute collecte de données personnelles doit répondre aux règles du RGPD. Et on est là justement pour essayer d'encadrer et de rappeler les règles qui s'appliqueront aux nouvelles technologies.
Très bien, merci Sarah. Et on voit hein, le droit et la technologie devront travailler main dans la main hein, pour comprendre ce nouveau contexte qui s'ouvre à l'industrie publicitaire. Alors, on va poursuivre cette matinée en s'intéressant de manière un petit peu plus précise à ce qu'on a appelé les 3 strates de l'adressabilité. Alors, il faut imaginer une sorte de pyramide avec tout en haut un ciblage plutôt individuel, au milieu, un ciblage plutôt par cohorte, et on va reparler de la sandbox de Google, et puis un peu plus largement encore, une publicité contextuelle avec un troisième échange. Alors, je vous propose de démarrer notre premier échange avec les solutions de ciblage individuel. Je ne sais pas si on peut faire réapparaître les slides, et je vais inviter Mathieu et Olivier à allumer leur caméra et leur micro. Mathieu Guillet, Data Bonjour Solution Lead Jérôme. Platform. Bonjour à Bonjour tout tous le les monde. deux. Bonjour Jérôme, Alors, bonjour à tous. Mathieu Guillet, Data Solution Lead Platform chez GroupM, et Olivier Danzac, Strategic Partnerships, spécialiste chez LiveRamp. Alors, on va s'intéresser donc un peu plus précisément aux problématiques de ciblage individuel. Et on peut peut-être effectivement démarrer par ce slide dont a parlé aussi tout à l'heure Augustin, hein, avec cette volonté des navigateurs de réduire l'usage des cookies tiers. Et on va bien insister hein, sur la différence entre cookies tiers et cookies first, parce que les cookies first devraient, si j'ai bien compris, survivre à tout ceci. Olivier, Mathieu, une réaction sur ce premier slide? On peut peut-être commencer par les questions. Oui, alors en fait, ce slide nous a peut-être surpris. Juste, on le revoit rapidement, Augustin, effectivement, on avait parlé tout à l'heure, mais les initiatives des navigateurs sont déjà assez anciennes, avec Do Not Track, hein, qui avait démarré il y a déjà plus de 10 ans et qui avait été notamment adopté par Firefox, ITP, lancé par Apple sur Safari dès 2017, et effectivement, l'initiative Sandbox de Google pour Chrome, qui est un gros sujet, parce que Chrome, c'est aujourd'hui à peu près les 2/3 hein, des parts de marché des navigateurs, et qui prévoit donc la fin du cookie tiers pour 2022. Alors Mathieu, Olivier, donc question, la fin du cookie tiers, donc c'est pas forcément la fin du cookie, hein, il y aura toujours des cookies first. Hein. Ouais, merci Jérôme pour la question. Déjà, afin de clarifier, avant de répondre à ta question, et lever la confusion qu'on peut faire parfois entre cookie first party ou cookie third party, il faut bien faire la différence en fonction justement du serveur qui place les cookies sur le navigateur de l'utilisateur. Si les cookies sont créés et stockés par un serveur qui est hébergé sous le même domaine que le site sur lequel l'utilisateur navigue, cette fois-ci, on parle d'un cookie first party. Alors que si c'est un domaine différent, là où l'utilisateur navigue, là, on parle d'un cookie third party. Donc, quand on parle de la fin des cookies tiers, on ne veut pas dire nécessairement la fin des cookies. Les navigateurs, on l'a dit, bloquent, comme Safari ou Firefox et bientôt Chrome, bloqueront les cookies third party, mais pas first party. On en a besoin notamment pour le bon fonctionnement en fait, des sites, tout simplement. Si maintenant je me place dans la publicité, on va dire qu'en effet, le cookie third party, l'intérêt, c'est, comme le disait en préambule Augustin, c'est qu'en effet, il est universel, et justement de pouvoir traquer un utilisateur cross-domaine, c'est super important, notamment quand on parle de toute la chaîne de valeur qui interagit au sein de notre écosystème. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le cookie first party utilisé en publicité, ce n'est pas un concept nouveau. On l'a vu notamment depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années déjà, par des sociétés d'analytics qui, afin de contourner justement la montée en puissance des adblockers ou des blocages des navigateurs, qui passaient par une délégation de sous-domaines pour pouvoir continuer à collecter de la donnée à des fins d'analytics. Plus récemment, on a vu des DMP qui ont un petit peu emboîté le pas, ou des solutions technologiques pour pouvoir en fait mettre en place des systèmes en cascade. Donc, si on ne peut pas déposer un cookie third party, on dépose un cookie first party. Sauf que la contrainte de ce cookie first party, c'est qu'il est impossible de pouvoir traquer l'utilisateur
entre plusieurs sites. Et c'est bien ça, du coup, la limite du cookie et de l'usage des cookies first party, notamment dans des cas d'usage publicitaire que sont le ciblage, la gestion de la diffusion des campagnes ou de la mesure. Donc, si je dois résumer, le cookie va continuer à exister, mais on a besoin de solutions qui nécessitent en fait le partage de la donnée sur toute la chaîne publicitaire, que ce soit éditeur, marque ou plateforme AdTech. Olivier, un complément sur ce que vient de dire Mathieu, sur cette possibilité de recourir au cookie first pour faire de la publicité digitale? Ouais, tout à fait. Déjà, effectivement, pour compléter un petit peu ce que disait Mathieu, c'est vrai que le cookie first party existe depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle un cookie fonctionnel aussi, puisque quand on navigue sur un site, on se connecte à son compte, on ajoute un produit au panier, on change de page, on a toujours notre produit dans notre panier. C'est une des fonctionnalités du cookie first party. Donc, il y a une nécessité de conserver cette valeur et cette utilisation pour avoir une expérience client ou une expérience utilisateur, en tout cas, pertinente sur les sites web. Donc, on espère que le cookie first party va perdurer. Et il faut aussi comprendre que le cookie third party, comme on l'a dit, c'est une technologie ou un outil qui était utilisé depuis très longtemps, mais qui avait pas mal de limites en tant que tel, notamment puisque, une nouvelle fois, comme Mathieu l'a rappelé, il y a ce côté domaine, c'est-à-dire qu'un cookie ne peut être lu que par le domaine qu'il a déposé. Donc, il y avait un besoin pour faire fonctionner l'industrie publicitaire de synchroniser des ID de cookies, ce qu'on appelle le cookie sync, faire en sorte qu'une techno A et une techno B puissent communiquer entre elles. Il fallait faire des appels de pixels, c'était des centaines et des centaines d'appels de pixels qui se faisaient lors du chargement des pages, lors de la navigation d'un internaute. Ça pouvait entraîner éventuellement une forme de latence sur certains sites, parfois, surtout par le passé, un peu moins récemment, parce que c'était des sujets qui étaient hautement surveillés, mais malgré tout, ça restait une des problématiques. Et il y avait aussi peut-être une difficulté de compréhension de ce fonctionnement du cookie tiers et de ces logiques de synchronisation par l'utilisateur, un fonctionnement qui pouvait être mal compris et qui pouvait peut-être retirer aussi un peu de confiance de l'utilisateur envers l'écosystème digital. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant pour l'industrie de s'adapter et de basculer d'un fonctionnement autour des cookies tiers sur la partie publicitaire vers l'utilisation d'un cookie first party. Et toutes les solutions qui sont en train de se développer, donc ce qu'on appelle un petit peu les solution ID, fonctionnent autour de cette utilisation et du dépôt d'un cookie first party avec des fonctionnalités qui permettent de continuer à délivrer les use cases publicitaires qu'on connaît, dont on a parlé, à savoir notamment targeting et mesure. Alors effectivement, on voit l'émergence d'autres solutions, des alternatives au cookie first, et donc c'est ce qu'on va appeler plus prosaïquement les logins. C'est ça, Mathieu, le login, ça pourrait être finalement la nouvelle façon d'avoir un dressage individuel dans la publicité digitale. Alors, on revoit notre trois strates de l'adressabilité, donc avec le haut de la pyramide. Donc Mathieu, oui, le login, ça serait la solution pour pouvoir adresser individuellement les internautes demain? En effet, le login paraît tout à fait cohérent. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est le challenge qu'impose la disparition du cookie tiers. Ça impose en fait aux sociétés qui ont une relation directe avec l'internaute de pouvoir reprendre déjà le contrôle sur la donnée dès lors qu'un internaute donne son consentement. Donc que ce soit en fait les éditeurs dans une logique de registration wall ou les marques en développant un programme de fidélité, la clé commune en fait finalement de ces deux mondes qui ont justement l'accès direct à l'internaute, c'est le logging. L'avantage du logging, c'est par rapport à un cookie, c'est, on l'a bien compris, il est plus périn. Il permet de pouvoir identifier un internaute cross-device et donc par nature plus fiable et plus résilient qu'un cookie. Pour moi, le sens de l'histoire, en fait, il va donc forcément vers une utilisation plus massive des loggings pour l'écosystème publicitaire. Si on veut justement continuer à utiliser la donnée, bien évidemment, tout en respectant l'internaute. D'ailleurs, on peut citer une initiative côté publisher que je trouve plutôt intéressante qui s'appelle PassMedia, qui permet en fait déjà d'offrir une expérience utilisateur améliorée en fonctionnant sur un système de login commun. Donc, comme quoi les éditeurs peuvent faire cause commune pour l'expérience utilisateur. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire cause commune pour l'usage de la publicité et pour l'avenir des médias, notamment en France.
Olivier, le login, pour vous, c'est aussi la solution technologique, évidemment, sur laquelle il faut investir. C'est déjà d'ailleurs une réalité hein, d'un point de vue business. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une des solutions. On en verra dans les autres parties de ce webinaire juste après. Mais effectivement, c'est une des solutions qui me paraît très pertinente dans le sens où, quand on regarde un petit peu le contexte marché publicitaire aujourd'hui au travers le monde, on se rend compte qu'il y a à peu près 50% des dépenses médias qui se font sur le digital aujourd'hui. J'ai même lu Et qu'il y a 55% en France, là, il y a quelques jours. Ouais, ouais. Très bien, les chiffres sont mis à jour. Mais on reste un petit peu en tout cas dans cette échelle. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est la part, et ça je pense que tout le monde le sait, c'est la part qui vont vers les walled gardens dans ces dépenses médias. C'est plus de 70% aujourd'hui des investissements médias qui se font vers ces walled gardens. Et un des atouts de ces solutions, en plus éventuellement du contenu ou autre, c'est cette logique de login. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur un environnement walled garden, on est obligé de se connecter à son environnement. Et ça, c'est un vrai atout pour ces solutions, parce que ça va permettre à ces acteurs de proposer des solutions de people-based marketing qui ont deux intérêts principaux. C'est le premier, ce que disait Mathieu, c'est cette logique de cross-device. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un environnement sur son navigateur uniquement, où on peut avoir une déperdition de la connaissance utilisateur quand on change de navigateur ou qu'on passe sur son mobile, etc. On conserve cette valeur et cette connaissance client. Et c'est aussi, pour reprendre le point précédent autour du cookie cert, c'est de limiter la perte de synchronisation d'ID. Dans une démarche publicitaire, quand on souhaitait capitaliser sur une connaissance client et cibler, en tout cas à la base, on avait un bassin de 100 personnes, on pouvait en activer en bout de chaîne avec les déperditions de synchronisation entre les différentes technos, peut-être entre 20 et 25% de ces 100%, avant même de pouvoir délivrer sa campagne. Donc on était vraiment sur une problématique technique qui est finalement plus un problème quand on utilise ce type de Solution ID qui donc permet à des publishers autres que walled garden de proposer des solutions aux annonceurs qui sont en corrélation et du coup une expérience utilisateur également qui sera améliorée. Donc ça c'est un premier point, et de ce qu'on constate un petit peu par rapport au premier retour marché, c'est que ces Solution ID semblent pertinentes également d'un point de vue performance de campagne, puisque dans les derniers partages qui ont pu avoir lieu autour des cas qui ont été délivrés, il y avait notamment des chiffres d'un ROAS multiplié par 2 sur une campagne qui avait été menée sur ces Solution ID versus une campagne similaire cookie-based. Donc concrètement, c'est que ça fonctionne aujourd'hui, Ouais. exactement, sur les premières solutions et les premiers cas qui ont déjà été délivrés. Alors, le login, les Solution ID fonctionnent, mais il y a peut-être aussi une future bataille de standards, puisque les grands walled gardens, évidemment, ont leur propre service. On sait aussi que les publishers développent tout un tas de solutions de leur côté. Mathieu, comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser cette problématique? C'est la question. Aujourd'hui, le challenge, en fait, quand on se positionne d'un point de vue solution d'identité qu'il y a à l'heure actuelle, c'est déjà de pouvoir fédérer autour de ces solutions. On voit que chaque technologie a développé leurs propres standards, mais c'est vrai, difficile de trouver des solutions qui puissent fédérer tout l'écosystème. On pense à des initiatives qui ont lieu dans le passé, comme DJ Trust, qui ont été des initiatives qui ont été arrêtées. Et la problématique derrière, c'est qu'en effet, il y avait la difficulté était de satisfaire les parties prenantes, protégeant un petit peu leur territoire. Cependant, je tiens à mentionner quand même une initiative qu'on voit émerger de plus en plus et qui arrive à fédérer le plus de monde. C'est ID 2.0, qui est une initiative qui a été lancée par The Trade Desk il y a plus d'un an déjà et qui a été rebaptisée ID 2.0, qui semble être à l'heure actuelle une des initiatives qu'il faut vraiment suivre parce qu'on a vu des acteurs comme LiveRamp, Criteo, Nielsen, Exchange, pour ne citer que, qui justement ont montré leur réelle volonté de pouvoir et de vouloir collaborer sur un standard. Il y en a d'autres aussi. Oui. Exactement, il y en a d'autres. Là, j'ai parlé d'ID 2.0, mais il y a d'autres solutions qui méritent en effet d'être mentionnées. Je pense à Edify, je pense à ATS de LiveRamp, je pense à l'ID Plus de Zeotab, plus récemment le Verizon Media Connect ID. En fait, la bataille des standards, elle est vraiment liée au niveau des spécificités et des compatibilités qui peuvent être différentes, et aussi au niveau de la méthodologie de reconnaissance de l'utilisateur par ailleurs. Pour fonctionner, en fait, ces ID, ils doivent cependant être lus et supportés par l'ensemble de la chaîne. Et c'est bien là le challenge, c'est qu'on se retrouve dans un marché qui est quand même très fragmenté, où plein de solutions d'ID vont dans le futur coexister, c'est sûr.
C'est juste que c'est difficile aujourd'hui de voir lesquels vont réussir à s'imposer. Olivier, on parlait d'un digital qui restait très fragmenté. Ça sera aussi le cas avec ces Solution IDs? Probablement, effectivement, l'écosystème digital, c'est un marché qui est très fragmenté, hein. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux acteurs qui émergent, des solutions ou des acteurs qui sont absorbés par d'autres entités. Donc c'est un marché qui bouge très très vite. On peut penser que sur ces logiques de Solution ID, il y aura à nouveau beaucoup d'acteurs qui vont se créer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui qui tentent de driver un petit peu ces mécaniques. Je pense que ce qu'il faut malgré tout voir, et Mathieu en a parlé, c'est cette logique d'interopérabilité qu'on voit de plus en plus. Par le passé, je pense que les acteurs ont tenté de créer des solutions qui leur semblaient pertinentes, mais finalement avec une forme de silo. C'est-à-dire qu'on voulait gagner un marché avec sa propre techno et faire en sorte d'être leader et de devenir le standard. Aujourd'hui, ce qu'on voit un peu plus, et c'est ce que disait Mathieu, hein, avec notamment l'ID de The Trade Desk, Unified ID et tous les acteurs qui ont pu rejoindre ce groupement, c'est de rendre interopérables les différentes solutions qui existent. C'est pas forcément d'en avoir qu'une seule, de tous rejoindre le même consortium, entre guillemets, mais c'est d'en avoir plusieurs qui marchent de façon parallèle, mais qui communiquent entre elles, parce que finalement, à la fin de la journée, ce qui est important pour les annonceurs et les publishers, c'est de pouvoir proposer du reach pour délivrer des campagnes, faire en sorte de les mesurer correctement et de lancer cette spirale positive. Donc c'est vraiment, à mon sens, ce côté interopérabilité qu'on verra de plus en plus au fil des prochains mois et qui va très certainement bénéficier à l'ensemble de l'industrie. Merci. Si on devait retenir 3 choses de votre intervention, c'est qu'on aura peut-être moins de data, mais une data de meilleure qualité. Exactement, comme premier point, en effet, c'est exactement ça. C'est moins de data, mais de meilleure qualité. C'est pas la fin des cookies, parce qu'on pourra toujours déposer des cookies first party. Donc forcément, moins de data en circulation, mais automatiquement, justement, avec le fait que les publishers et les annonceurs reprennent un petit peu le contrôle de la data, ça amènera justement à la meilleure qualité, forcément. Olivier, il faut évidemment s'engager sur ces solutions, Solution IDs et les logins, hein. C'est pour vous l'une des priorités de l'année 2021? C'est effectivement ça, c'est pour un publisher de prendre le contrôle ou reprendre le contrôle. On a vu par le passé pas mal de solutions, notamment des Walled Garden, proposer leurs solutions de SSO, ce qui leur permettait finalement de garder un petit peu le contrôle sur ce qui se passait sur les environnements publishers. C'est une fonctionnalité qui est importante parce que ça permet de reconnaître un volume de users et de proposer des solutions techniques qui sont connues par tous les utilisateurs. Mais je pense qu'il est nécessaire de effectivement reprendre le contrôle, construire son propre graphe, entre guillemets, conserver la valeur de son côté. Et surtout, au travers de ça, c'est aussi la notion de confiance de l'internaute envers l'environnement sur lequel il navigue, puisque quand un internaute aura confiance en l'environnement, il aura potentiellement beaucoup plus de chances de se connecter, d'autoriser l'utilisation de certaines données à des fins publicitaires, s'il comprend bien les enjeux et la façon dont les données sont traitées. Et je pense que c'est ça vraiment l'objectif pour chacun qu'on doit avoir en tête. Et Mathieu, peut-être un dernier mot, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup d'innovations technologiques et évidemment, Exactement, il faut rejoindre l'IAB hein, pour être au courant de tout ce qui se passe. C'est ça, c'est qu'on est vraiment dans une bataille technologique où on a de la chance, on est quand même dans un écosystème où on collabore tous, mais forcément, on protège aussi notre précaré business qui fait que, en effet, demain, aujourd'hui, on va dire qu'on a identifié certaines initiatives, mais on connaît l'écosystème, on connaît la résilience et on connaît la créativité aussi de cette industrie qui fait qu'il va falloir suivre toutes les initiatives en parallèle parce que je pense que ce n'est pas encore fini. En tout cas, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est déjà plutôt intéressant et j'encourage en fait tous les acteurs à tester ces solutions-là en parallèle parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs, de tester ça pour pouvoir justement se préparer pour 2022. Très bien. En tout cas, on retiendra que le cookie first survivra au-delà de 2022, mais que selon vous, les solutions les plus fiables seront basées sur les Solution IDs et les logins. Merci en tout cas à tous les deux pour cette première partie sur le ciblage individuel. On va passer à la deuxième strate de l'adressabilité qu'on a appelé le ciblage par cohorte. Et j'invite Julien Delomo à nous rejoindre en activant sa caméra et son Bonjour à tous.
Bonjour Julien, Principal Solution Consultant chez Xander, j'ai bien prononcé, Exactement. qui va donc nous parler, donc on le disait, du ciblage par cohorte et plus précisément de la Google Privacy Sandbox. Alors une première question toute simple, c'est quoi la Google Privacy Sandbox, Julien? Donc la Privacy Sandbox, c'est le projet qui a été annoncé par Google en 2019 et où, contrairement à d'autres navigateurs comme Safari ou Firefox qui, à l'époque, un petit peu avant même, ont simplement arrêté le support du cookie tiers, Google Chrome a une approche un petit peu moins tranchée où ils ont expliqué qu'ils estimaient, comme Safari et Firefox, que le cookie tiers n'était pas compatible avec les besoins de privacy des utilisateurs d'aujourd'hui, mais que plutôt que de les supprimer entièrement, comme ça a été fait par ces autres navigateurs, eux, ils souhaitaient avoir une approche de transition et donc de supprimer les cookies tiers au profit d'une autre solution qui permettrait quand même de supporter les différents use cases qui sont supportés aujourd'hui par le cookie tiers, notamment tous les use cases de la publicité, le retargeting, le ciblage d'audience, le frequency capping ou le tracking de conversion, et donc de remplacer ce mécanisme de cookie tiers par d'autres mécanismes qui seraient centrés sur le navigateur, ce qu'on appelle des API navigateurs, donc des fonctionnalités du navigateur qui permettraient de continuer à supporter ces différents use cases sans avoir recours aux cookies tiers, et donc des API qui seraient par nature beaucoup plus centrées sur la privacy et le respect de la vie privée de l'utilisateur. Donc la mécanique ne serait plus côté serveur, comme on le faisait avec les cookies, mais donc directement sur le navigateur et via des API ouvertes ensuite aux professionnels de la publicité, hein, c'est ça? La philosophie du projet. Exactement. La philosophie derrière le Privacy Sandbox, c'est de dire que plutôt qu'aujourd'hui, on ait des identifiants qui soient envoyés dans la chaîne publicitaire et qui soient traités par tout à chacun, on va essayer de centraliser tous ces traitements au sein du navigateur. Et ensuite, on va pouvoir exposer le résultat de ces traitements de données personnelles aux acteurs techno, aux éditeurs, aux annonceurs pour qu'ils puissent continuer à faire tourner leur business. En tout cas, c'est l'idée de départ, c'est l'idée qui est proposée par Google. Et ce projet, c'est pas juste un projet avec Google, ils l'ont fait déjà de manière open source, c'est-à-dire que tout est fait sur GitHub, qui permet de suivre un petit peu les différentes propositions qui sont faites. Au final, la Privacy Sandbox, c'est un ensemble de propositions et chacune des propositions va essayer d'adresser un ou plusieurs use cases business. Et donc, du coup, ils ont créé ça de manière open source. Ils ont permis en fait à tout à chacun de venir commenter et enrichir ces propositions. Et on a vu d'ailleurs d'autres acteurs comme Criteo ou même les équipes de Previt.org venir compléter, rajouter des nouvelles propositions. Alors, on va y revenir. Et je crois aussi que Google s'est associé à une autre association historique du web, c'est le W3C. Le W3C, c'est l'association qui a été créée par Tim Berners-Lee, l'homme qui a inventé le web. Exactement. L'idée de Google Chrome, ce n'est pas encore une fois de faire une solution qui serait spécifique à Google Chrome, mais c'est d'essayer d'apporter au marché une solution qui pourrait être, qui serait un standard, donc standardisé, et donc automatiquement pour le web, ça passe par le W3C. Et derrière, l'idée, c'est qu'une fois que cette solution serait validée et approuvée par le W3C, qu'elle puisse être implémentée par l'ensemble des navigateurs, comme ça a été le cas pour le HTML, pour le JavaScript, qui sont aujourd'hui standardisés et que tous les navigateurs ont pu implémenter. Maintenant qu'on a dit ça, aujourd'hui, il n'y a eu aucun signe de la part de ces autres navigateurs, Safari, Firefox, comme quoi ils allaient suivre et porter ce projet. Il n'y a pas eu non plus de positionnement complètement opposé. En tout cas, c'est l'ambition de ce projet, effectivement, d'en faire un nouveau standard du web. Alors, vous le disiez, l'ambition, c'est de couvrir les différentes problématiques publicitaires. Concrètement, comment ça marche, ces différents outils? Donc, on l'a dit, ça va passer en fait par des API navigateurs. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, on avait un outil navigateur qui était le cookie et qui permettait généralement d'aller déposer un pixel avec un identifiant qui allait être récupéré et auquel on allait pouvoir associer côté serveur des informations, soit de conversion, soit de segments pour faire du retargeting, du ciblage d'audience. On va tout maintenant centraliser au niveau du navigateur. Il y a plusieurs propositions qui chacune essayent, encore une fois, de supporter un ou plusieurs business cases. Si j'en prends quelques-unes qui sont peut-être celles qui parleront le plus, on a par exemple Flock. Flock qui cherche à remplacer l'utilisation du cookie tiers pour arriver à faire du ciblage d'audience. Donc là où aujourd'hui le cookie tiers peut encore être utilisé pour faire un ciblage d'audience avec, on va grouper les utilisateurs via des centres d'intérêt. On aura déduit de leur navigation d'informations qui nous auront été données. Donc, toutes ces informations aujourd'hui sont stockées server-side, associées à l'identifiant au cookie d'utilisateur. Demain, ce que propose la Sandbox,
c'est que ça soit le navigateur qui de lui-même décide d'associer les utilisateurs à un groupe d'intérêt, des groupes d'intérêt qui seraient anonymisés. Donc, contrairement à aujourd'hui où on sait qu'on a un groupe d'intérêt sport, automobile, là on aurait un groupe d'intérêt avec un identifiant qui n'apporterait pas d'informations particulières, c'est X32 par exemple, mais on sait que toutes les personnes, et ça serait plusieurs milliers, qui seraient au sein de ce groupe d'intérêt CX32 ou au sein de ce floc CX32, auraient en fait un centre d'intérêt commun, quel qu'il soit. Ils auraient des habitudes de navigation similaires. Le C de floc, c'est le mot cohorte, c'est le mot groupe, et donc ça veut dire qu'on n'aurait plus un ciblage individuel. On a bien placé ça dans un ciblage de groupe. C'est ça la philosophie aussi de ce projet. On est passé d'un ciblage à la personne à un ciblage de groupe, c'est-à-dire qu'on a maintenant ce centre d'intérêt qui va être généré par le navigateur, qui va être ensuite transmis aux différents acteurs techno. Et donc là où aujourd'hui, dans des appels publicitaires, on reçoit un identifiant publicitaire qui nous permet de faire encore une fois le lien avec les segments d'audience qu'on a mis server-side au préalable. Là, maintenant, on recevrait directement ce centre d'intérêt généré par le navigateur. Le centre d'intérêt, je donnais un exemple, c'est X32. Sans savoir ce que c'est exactement, ça permettrait derrière aux acteurs techno de venir, en fait, dans un premier temps, diffuser, se rendre compte que certains, que là où il y a le plus de répondants de la part des utilisateurs, il y a le plus de conversion de clics, la plupart des utilisateurs appartiennent à certains groupes, justement, à certains flocs particuliers, et donc automatiquement de venir optimiser sur ces flocs. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que la proposition donc, de Google Chrome avec Flock, elle a été, je crois, challengée par Criteo, avec un contre-projet qui s'appelle Sparrow, et également par Google Advertising, avec un autre projet qui s'appelle TurtleDove. C'est ça, il y a un débat aujourd'hui. Dovekey, pardon, Dovekey, ouais. C'est pas Flock qui a été où il y a eu TurtleDove, oui, pardon. C'est TurtleDove, exactement. TurtleDove qui est une autre initiative, une autre proposition au sein de la Privacy Sandbox qui, elle, cherche à adresser pas le ciblage d'audience, mais vraiment le retargeting, c'est-à-dire la capacité pour un utilisateur qui serait allé sur un site annonceur, qui aurait mis le produit de l'annonceur dans son panier, mais qui ne l'aurait pas acheté, de pouvoir ensuite lui recibler avec ce même produit à travers le web. Donc ça, aujourd'hui, ça passe évidemment par un cookie tiers. Donc, le projet TurtleDove cherche à pouvoir venir remplacer le cookie tiers dans cette utilisation-là. Et effectivement, la proposition qui a été faite par les équipes de Google Chrome sur ce sujet qui s'appelle TurtleDove, on a eu derrière très rapidement Criteo qui a essayé de faire une contre-proposition. Donc, on est encore une fois dans un projet open source. Après, à voir exactement comment seront débattues les différentes propositions et comment on choisira celle qui gagnera. Mais Criteo a pu faire une proposition pour venir proposer d'une autre manière, encore en passant par le navigateur en partie, le fait de pouvoir faire du retargeting. Et on a également les équipes de Google Advertising qui ont proposé Dovekey, qui vient essayer de reprendre un petit peu des idées qui étaient poussées par Sparrow, l'initiative de Criteo, et tout en gardant l'esprit de TurtleDove initial des équipes de Google Chrome. Et on pourrait aussi citer Parrot, qui est un projet qui vient enrichir encore ces propositions des équipes Prebit.org. Donc, on a beaucoup de noms d'oiseaux. Donc, même au sein de Google, il y a un débat. Exactement. Et ça, Google insiste assez souvent là-dessus quand ils prennent la parole sur le sujet, c'est que le projet Privacy Sandbox, c'est un projet des équipes Google Chrome qui n'implique donc pas directement les équipes Google Advertising. Et les équipes Google Advertising, en fait, ont la possibilité d'interagir de la même manière que les Criteo, les Xandr, les Prebit.org et tout autre acteur qui le souhaite. Alors, la sandbox, elle pose des questions technologiques. On le voit, il y a ce débat sur les différentes solutions comme Flock ou TurtleDove. Et il y aura aussi évidemment un débat sur la privacy. Qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire avec cette sandbox? Exactement. Alors, du coup, c'est une très bonne question parce que ça va me permettre d'adresser une mauvaise idée que beaucoup de gens peuvent avoir sur la Privacy Sandbox. On a l'impression que comme on passe d'un ciblage à la personne à un ciblage de groupe, on n'est du coup plus du tout dans le traitement de la donnée personnelle. Et on a aussi l'impression que comme il n'y a plus de cookies, du coup, on n'a plus de traceurs et donc il n'y a plus de e-privacy. Et donc, ça, ce n'est pas du tout le cas. La Privacy Sandbox, même s'il n'y a plus de cookie tiers, le traceur qui est régulé par e-privacy, ce n'est pas juste le cookie tiers. C'est des informations qui seraient stockées sur le navigateur de l'utilisateur et qui seraient ensuite réutilisées et qui nécessitent son consentement. La plupart des solutions, des propositions proposées par la Privacy Sandbox, elles utilisent, même si ce n'est pas des cookies, d'autres traceurs. Par exemple, le Flock, qui est le groupe d'intérêt qui est généré par le navigateur et stocké sur le site du navigateur,
c'est a priori un traceur et donc soumis à e-privacy, soumis au consentement. Pareil, on pourrait avoir l'impression que comme on est sur une donnée de groupe, on n'est plus sur de la donnée personnelle. En réalité, pour être capable de faire du frequency capping, du tracking de conversion, il y a forcément un traitement de données personnelles. La grosse différence, c'est que là où avant, c'est chaque acteur qui faisait son traitement de données personnelles, aujourd'hui, le gros du traitement de données personnelles, et même pas l'entièreté, mais la principale partie du traitement de données personnelles va être réalisée par le navigateur. Mais s'il y a traitement de données personnelles, on est quand même toujours dans un cas RGPD. Et c'est là où ça pose du coup beaucoup de questions sur ce projet qui, aujourd'hui, n'est encore qu'un projet avec des propositions, qui n'est pas quelque chose d'abouti réellement, qui a encore plusieurs mois, voire potentiellement années avant d'avoir arrivé à quelque chose de vraiment tangible et utilisable. Il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas répondues, notamment sur ces questions de privacy et de RGPD. Vu qu'il y a des traceurs, vu qu'il y a des traitements de données personnelles, qui va être responsable de venir collecter une base légale, pour quelle finalité, et quel sera le statut du navigateur versus les éditeurs, les annonceurs ou les acteurs techniques. En conclusion, Julien, donc on peut dire que Sandbox est un projet ouvert qui se fait dans le cadre de GitHub, du W3C, puis évidemment qui invite toute l'industrie publicitaire et notamment l'IAB à collaborer. C'est un projet qui va quelque part basculer d'une logique individuelle à une logique de groupe, de cohorte, on l'a bien expliqué, mais il reste effectivement encore pas mal d'incertitudes, aussi bien techniques que juridiques, avant son déploiement l'année prochaine. Exactement. Il y a encore vraiment énormément de questions. Je le disais, aujourd'hui, on est vraiment à l'étape de proposition. Il y a certaines propositions qui sont un peu plus avancées que d'autres. On a eu par exemple les équipes de Google Advertising qui ont fait un premier test, qui a vraiment un test initial, une proof of concept sur la partie flock, pour essayer de regarder ce que ça pouvait donner. Mais il y a des propositions comme TurtleDove sur la partie retargeting qui sont essentielles à notre industrie aujourd'hui, qui ne sont pas du tout abouties, qui sont encore, comme on l'a dit avec Sparrow, Parrot, toutes ces contre-propositions très fortement débattu et sur lequel aujourd'hui on a encore énormément beaucoup de questions. Ce qu'on sait a priori, ce qu'on peut dire, c'est que sans connaître les détails, les propositions qui sont faites par les équipes au sein du projet Privacy Sandbox sont extrêmement complexes et vont demander des mois d'efforts derrière, une fois qu'ils auront été validés, des mois d'efforts d'implémentation, de restructuration de notre industrie, à la fois pour les acteurs techno principalement évidemment, mais également pour les éditeurs ou les annonceurs qui devront revoir une grosse partie de leur utilisation aujourd'hui des différentes techniques. Et en tout cas, pour les entreprises de la tech, c'est le moment de rejoindre l'IAB pour peser sur les débats et travailler Exactement. avec Julien pour bien comprendre cette initiative de Google et essayer de faire peut-être des contre-propositions ou de participer en tout cas à l'élaboration de cette future plateforme publicitaire pour la publicité par cohorte. Merci Julien. On va passer du coup Merci à toi. à la troisième strate de l'adressabilité de notre pyramide. On va essayer d'élargir au-delà de l'individu, au-delà des cohortes et parler peut-être d'un ciblage par le contenu avec Bastien Faletto et Arnaud Sirjac. Bastien, Arnaud, je vous invite à allumer votre micro et votre caméra. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Bastien Faletto, directeur Sales Southern Europe et Benelux de OnePlus X et Arnaud Sirjac, Sales Director de Sirdata, qui pilote conjointement donc un groupe de travail de l'IAB sur les solutions de publicité contextuelle. Alors, pour démarrer cet échange, j'ai toujours cette question un petit peu taquine. La pub contextuelle, c'est un peu un retour vers le futur pour les professionnels de la pub digitale. C'est une question qu'on doit vous poser souvent. Alors, avant toute chose, on voulait avec Arnaud remercier tous les participants du groupe de travail. Je vais le faire très rapidement, je vais prendre le risque de citer leurs noms et prendre le risque d'en oublier. On a eu la chance d'avoir des éditeurs, des technos, des agences. Voilà, merci à tous. Margarita, Mohamed chez Webo, Alexis chez Gamned, Erwan Mediasquare, Hugues chez Tids, Julie chez Query, Paul chez Prisma, Servan chez Sublime, Violaine chez Carrefour, Dounia chez Unify, Laurence chez Groupe M et Thomas chez Orion Sémantique. Voilà, désolé pour ceux que j'ai potentiellement oubliés. Et pour revenir à la question que tu posais, Jérôme, la publicité contextuelle, le concept en lui-même, effectivement, n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'évolution de la techno. On a fait beaucoup de progrès, notamment la capacité de collecte en temps réel, la capacité d'activation en temps réel. Tout ce qu'on va pouvoir ajouter en termes de machine learning et de modélisation des segments, ça permet aujourd'hui d'aller bien au-delà de la simple lecture et de la simple activation sur une URL. Comme on l'avait il y a quelques années, on va pouvoir comprendre le sentiment d'un contenu
ou encore le concept derrière les mots utilisés. À titre d'exemple, je vais prendre Orange. Orange, c'est un mot qui peut être une marque, c'est un mot qui peut être une couleur, un fruit, une ville, vous avez compris l'idée. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à avoir des technos qui soient alignés et qui puissent comprendre les concepts en fonction effectivement de ce contenu et de l'emplacement de ces mots. La publicité contextuelle, elle répond aujourd'hui à plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de servir une publicité qui est en lien avec le contenu lui-même et son contexte. Donc une publicité qui va être affichée dans un cadre qui est ultra affinitaire. Il y a un deuxième objectif, c'est l'analyse fine des contenus. L'analyse fine des contenus va pouvoir permettre également d'enrichir la connaissance que nous avons des audiences, donc des utilisateurs. Et donc, on va pouvoir également servir, avec cette analyse et cette activation contextuelle, la publicité user-based en comprenant mieux les intentions des internautes et en comprenant mieux leur consommation média. Arnaud, un complément sur cette présentation de la publicité contextuelle, hein, qui, donc, si on comprend bien, est basée sur l'analyse des contenus. Oui, tout à fait. Alors, comme disait Bastien, pour appuyer ce qu'il dit, c'est que là, le contextuel d'aujourd'hui n'est pas un retour en arrière. Il est vraiment différent de ce qu'on faisait avant, hein, du contextuel éditorial, voire du contextuel mot-clé. Aujourd'hui, voilà, la sémantique, l'intelligence artificielle, des différentes technos du marché permettent d'avoir des choses beaucoup plus précises et d'aller aussi beaucoup plus loin que juste cibler un contenu. Bastien en parlait avec effectivement en comprenant le contenu, mieux qualifier un utilisateur. La notion de sentiment d'une page, sentiment positif, négatif. Donc, on va encore plus loin hein, dans le contextuel et le ciblage qu'on peut en tirer. Ça peut être aussi sur le contextuel d'aujourd'hui, de certaines technologies, en tout cas du marché, permet d'aller plus loin parce qu'il va permettre aussi de probabiliser sur un contenu donné un certain nombre d'attributs historiquement liés à des utilisateurs, donc de type sociodémographique ou comportementaux. Donc, autrement dit, de prédire que des utilisateurs, des visiteurs qui vont consulter un contenu précis sont plutôt des hommes ou des femmes, ont plutôt un intérêt, tel intérêt ou telle intention. Donc, pour illustrer un peu, pour donner un exemple, alors un exemple simple, un contenu qui va parler de maquillage, on va considérer qu'il est probablement lu par une majorité de femmes. Donc ça, c'est assez simple, mais pour aller encore plus loin, c'est un contenu qui va parler par exemple de natalité, de naissance d'un enfant. C'est un contenu qui est probablement consulté par une majorité d'utilisateurs qui ont une intention de déménager, par exemple, ou d'acheter une voiture. C'est deux intentions qui sont souvent liées à ces moments de vie. Qu'on va déduire du contenu, mais qui n'étaient pas pour autant dans le contenu. Exactement. Donc, au final, la publicité qui va pouvoir être affichée en contextuel ne sera pas liée directement au contenu de l'article, mais à des attributs qui peuvent être liés aux visiteurs et aux lecteurs de cet article. Donc, voilà. Donc, sans dévoiler de scoop, le contextuel, c'est bien une alternative, hein, une alternative cookie-less à l'absence de cookies. Ça ne remplace pas complètement le ciblage user-centrique qui se base, lui, sur les cookies. On considère plus globalement sur le marché qu'il est vraiment complémentaire au ciblage user-centrique. C'est un bon incrément, quoi. Après, il reste encore pas mal d'enjeux hein, autour de la publicité contextuelle, donc le contextuel pour faire de la publicité, du ciblage sans cookie. Donc plus généralement à la disparition du cookie, comme on en parlait tout à l'heure, hein, le capping, le tracking, tous ces éléments qui sont liés aujourd'hui plutôt à un cookie et donc il est plus compliqué de mettre en place avec un ciblage contextuel qui serait sans cookie. Bastien, une question qui est assez complexe, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut un consentement pour faire fonctionner la publicité contextuelle ? Oui, non, je vais laisser Arnaud, on s'est réparti un peu les questions, je vais laisser Arnaud répondre à cette partie-là, que je pourrais compléter avec plaisir. Mais Arnaud, alors je rebondis sur la remarque d'Arnaud, parce qu'on a bien compris que la publicité individuelle reposait sur le consentement. Il y a aussi cette forte probabilité pour la publicité par cohorte. Est-ce qu'on peut faire de la publicité contextuelle sans consentement ? Alors ça, c'est effectivement une bonne question, et d'autant plus c'est un sujet qui a pas mal animé notre groupe de travail hein, dont parlait Bastien, donc au sein de la task force.
En fait, il faut distinguer. Il y a deux choses qu'il faut pouvoir distinguer. Il y a d'une part la qualification du contenu et donc potentiellement la création d'un segment qui va servir notamment au ciblage contextuel ou améliorer la connaissance client. Donc ça, c'est la première chose, la qualification du contenu et la création du segment. Et la deuxième chose, c'est la livraison de la publicité qui va utiliser ce ciblage contextuel. Sur la partie qualification du contenu et création du segment contextuel, on va pouvoir le faire sans cookie et sans consentement. Il n'y a aucune donnée personnelle qui n'est utilisée, qui ne transite pour créer ce segment. Il s'agit de récupérer un contenu, généralement du texte dans la plupart des cas, mais il y a aussi des technos qui permettent d'analyser de l'audio ou des images. Oui, c'est des crawlers qui vont passer sur des sites web, ce n'est pas une collecte de données personnelles. Exactement, c'est un robot qui va passer sur une page et récupérer le contenu de l'article ou de la vidéo ou de l'audio. Donc, il n'y a rien besoin d'autre. Il n'y a pas besoin de données personnelles, il n'y a pas besoin d'IP. La plupart des technos aujourd'hui vont pouvoir reconnaître la langue du contenu et donc des visiteurs potentiellement en analysant le contenu. Donc, ça, c'est une première chose. Sur la partie qualification du contenu, création du segment, du ciblage finalement contextuel, on n'a pas besoin de cookies, pas besoin de consentement. En revanche, sur la deuxième partie, donc sur la livraison de la publicité, la diffusion de la publicité qui va utiliser ce ciblage, c'est différent. Toutes les plateformes SSP, ad server, DSP ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir livrer une publicité sans utiliser un cookie et sans l'obtention et la transmission du coup d'un consentement. Donc, pour résumer, oui, la publicité contextuelle, le contextuel et la publicité contextuelle sont et peuvent être cookieless et sans consentement, mais pas partout. Et donc, du coup, pas pour tous. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas vrai. Le ciblage contextuel n'est pas encore une réponse universelle à la disparition du cookie. Bastien, un complément à la réponse d'Arnaud? C'est très complet. Donc, pas de complément? Non, c'était très complet. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Arnaud, aujourd'hui, c'est vraiment une décision des plateformes et pas un frein techno. D'accord. En tout cas, ça pose un vrai enjeu business pour aujourd'hui tous les publishers qui vont peut-être avoir du mal à obtenir le consentement pour une publicité individuelle et qui sont peut-être pas encore compatibles avec l'approche parcours de Google. La publicité contextuelle, ça va paraître comme une réponse évidente pour adresser la totalité de son inventaire média. Alors, si je veux nuancer un peu la question, tu parlais d'enjeux business, je distinguerais les enjeux immédiats. Ou lointain. Effectivement, si on parle d'enjeux immédiats, sans doute, une activation, la publicité contextuelle est une réponse. Comme le disait Arnaud, la publicité contextuelle ne remplacera pas nécessairement le ciblage user-based. On pense que les deux vont coexister, mais ne constituent pas à elles seules l'avenir de la publicité ciblée. En revanche, si on veut avoir une approche plutôt pragmatique, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, même si ça va encore évoluer, le taux de matching moyen des initiatives, des ID universels, des logins ne suffisent pas. Alors, moyen, encore une fois, même si ça dépend un peu des éditeurs, ça dépend des initiatives et ça dépend des marchés, ne suffisent pas à remplacer le cookie tiers, même si c'est en progression. Le cookie first party ne répond pas à l'ensemble des use cases, comme l'a évoqué Mathieu, et les solutions long terme, je mets des guillemets sur long terme, sur lesquelles travaillent notamment les autres groupes de travail, n'offre pas encore une réponse claire et immédiate, surtout à l'absence des cookies tiers. Ensuite, il y a un contexte marché. Il y a deux grandes étapes à venir, effectivement. Il y a le taux de consentement qui va baisser, enfin qui devrait baisser d'ici le mois de mars, suite à l'application par les éditeurs des dernières recommandations de la CNIL. Mécaniquement, on va avoir un reach activable qui va être un peu plus faible, enfin beaucoup plus faible même. Et on a une autre étape qui est effectivement la disparition complète du cookie tiers d'ici 2022. Dans les deux cas, la publicité contextuelle, comme on la connaît aujourd'hui et comme on l'a décrite avec Arnaud un peu plus tôt, représente un bon incrément à la publicité user-based et va permettre de continuer aux éditeurs de qualifier et d'optimiser la monétisation de leurs inventaires et aux acheteurs de continuer à communiquer plus précisément tout en ayant un reach qui est suffisant. C'est toujours ce curseur qu'on a entre la couverture et la précision qui va finalement nous guider dans l'utilisation et dans les décisions qu'on va prendre. Oui, Arnaud, également, c'est un enjeu business prioritaire pour les éditeurs en 2021, cette publicité contextuelle? Oui, clairement. Bastien l'a dit, il y a des échéances à venir.
notamment au travers des initiatives qui sont en train d'être développées, au travers des recommandations de la CNIL qui vont être appliquées, au travers de la disparition à échéance 2022 du cookie. Donc nécessairement, pour pouvoir livrer demain une campagne avec un ciblage, il sera nécessaire de compléter ce qu'on faisait en user-centrique, voire le remplacer, notamment par le ciblage contextuel. Mais au final, cette problématique de monétisation, elle n'est pas non plus nouvelle. On en parlait d'ailleurs, Olivier et Mathieu en parlaient notamment avec les navigateurs Firefox ou Safari, qui ça fait déjà un moment qui limitent déjà beaucoup les possibilités de ciblage et d'utilisation du cookie tiers. Et le contextuel est déjà en fait une des alternatives pour mieux monétiser, toujours mieux monétiser l'inventaire pour les éditeurs. Très bien, alors on retiendra 3 takeaways. D'une part, la publicité contextuelle a beaucoup progressé ces dernières années, notamment grâce aux technologies d'intelligence artificielle, et on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension, c'est ça, du contexte et des intentions des consommateurs. Le second point, c'est quoi? Le contextuel est une réponse fiable et déjà fonctionnelle à l'absence de cookies tiers, ce que vous évoquiez. Oui, c'est ça, c'est que on parle de beaucoup d'initiatives, d'ID unique, la Privacy Sandbox, etc. Aujourd'hui, le contextuel, c'est, on va dire, la seule solution qui existe déjà, qui est déjà fiable, qui est déjà utilisée, et qui permet déjà de répondre en partie à la problématique d'absence de cookies tiers. Ouais. Et on l'évoquait, Bastien, c'est aujourd'hui un complément naturel pour les solutions de publicité user-based pour tout le marché. Oui, complètement. Et encore une fois, on peut insister là-dessus, sur ces différentes phases et sur cette progression. Les questions aujourd'hui que se pose le marché et les questions aujourd'hui que se posent les éditeurs, c'est évidemment de savoir si les technos avec lesquels ils travaillent s'intéressent au futur et seront ce qu'on appelle future-proof, mais c'est aussi de savoir comment immédiatement elles vont pouvoir répondre à leurs besoins et leur assurer la monétisation de leurs inventaires sans rupture. Très bien, merci Arnaud, merci Bastien pour Merci, ces Jérôme. éléments. Merci, Et Jérôme. on invite une fois de plus tous les spectateurs de ce webinaire à rejoindre l'IAB pour découvrir tout ce que la publicité contextuelle et puis au-delà de ça d'ailleurs, toutes les approches autour de la data peuvent apporter pour à la fois mieux cibler les audiences et mieux monétiser ces inventaires. L'IAB travaille évidemment énormément sur ces sujets. Il est 11h15, on est dans le timing et on va finir ce webinaire en parlant d'un projet qui est porté par l'IAB, qui s'appelle le projet REARC. Et j'invite Thibaut Montagnier et Charles-Henri Hainaut à allumer leur micro et leur caméra. Thibaut, Charles-Henri, Bonjour. bonjour à Bonjour à tous tous. les deux. Je disais, le projet REARC, un projet porté par l'IAB au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément cette initiative? Oui, bien sûr. Le projet REARC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative majeure qui a été lancée début 2020 par l'IAB Tech Lab et qui est probablement, je pense, sans précédent dans notre industrie, puisqu'elle a vocation à totalement restructurer la publicité digitale autour de 3 axes. La privacy, l'adressability, donc en englobant un peu toutes les strates qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, et en créant des frameworks de comptabilité, donc en créant une responsabilité dans la chaîne de valeur à travers des mécanismes techniques, des audits et des policies, un set de règles dont on va évoquer plus tard. Son objectif, c'est vraiment de trouver un consensus entre les différentes parties prenantes, celles qui représentent l'industrie publicitaire, évidemment, au sens large, éditeurs, annonceurs, sociétés ad tech, mais également les parties prenantes extérieures à notre industrie, mais qui ont pour autant qui sont pour autant les premiers concernés, c'est-à-dire les utilisateurs et les organisations qui défendent leurs droits et les représentent. Donc, il est d'ailleurs ouvert à tous les membres de l'IAB ou pas. On peut être non membre et participer au projet REARC. Seuls les groupes de travail sont réservés aux membres du Tech Lab. Et je pense que c'est important de noter aussi que c'est la seule initiative d'envergure qui émane de l'industrie publicitaire pour l'industrie publicitaire. Donc les travaux sont hébergés, comme je l'ai dit, au lab de notre association, de l'IAB, au niveau mondial, et c'est un réel projet de co-construction. En fait, on s'appuie certes sur des standards qui existent, le TCF pour la partie privacy, merci Jérôme pour la slide, le Data Transparency Standard, l'OpenRTB, ou même des standards en construction actuellement autour de l'identity chez Prebid. Mais on part quand même d'une feuille blanche, c'est organisé en groupe de travail avec des chefs de projet, des membres du Tech Lab,
salariés, qui organise le travail, l'oriente et assure le bon suivi de la roadmap. C'est pas une solution en elle-même, mais le but, c'est de définir des standards qui créeront le cadre de demain pour notre industrie. Charles-Henri, un mot également sur ce projet? Oui, je pense que c'est particulièrement intéressant de le mettre au regard du W3C, dont on a pu déjà un petit peu parler en parlant de la Privacy Sandbox, qui est avec un angle voilà, déjà très technique, avec une solution ou un concept déjà très défini en entrée. Hein, quand Google a initié la Privacy Sandbox, en tout cas a dévoilé la Privacy Sandbox de manière publique au début d'année, il y avait déjà 24 propositions qui avaient déjà été faites, avec voilà, un schéma de pensée très bien établi. Là, je pense que l'approche IAB Tech Lab part d'un autre angle qui est voilà, une feuille blanche et se doter des règles de bonne conduite, de standardiser finalement la manière dont on souhaite interopérer entre les différents acteurs de la chaîne de valeur pour arriver à une solution qui soit pérenne et satisfaisante pour tous les participants, les utilisateurs évidemment en premier lieu, et le reste des acteurs qui finalement soutiennent cette industrie du média numérique et des annonceurs en ligne. Très bien. Thibaut, du coup, peut-être qu'on peut revenir plus en détail sur les solutions proposées par cette initiative. Oui, alors justement, c'est pas des solutions, mais il y a des pistes pour développer de des réflexion. standards. Ouais. Mhm. C'est ça, je pense que le Tech Lab est parti d'un point de départ qui est forcé de constater l'échec. C'est l'échec, le point de départ de l'industrie publicitaire, je pense, depuis des années. Un échec dans la capacité de démontrer une transparence et des bonnes pratiques, à la fois au sein même de la chaîne de valeur, qu'envers les utilisateurs, quant à l'usage qui est fait de leurs données personnelles. Et on le voit même 2 ans après avec l'annonce récente ce matin de la CNIL. Et tant que les systèmes seront fermés, il y aura ce genre de problématique. Hein. Notre industrie est victime de ses propres excès et il est grand temps de remettre de l'ordre. Donc, le Tech Lab part vraiment de ce point de départ. Il est urgent qu'on se projette, qu'on change, qu'on restructure le web, surtout quand on pense aux conséquences de la perte des third-party cookies. Et donc, pour cela, les travaux du Tech Lab… Le mot REARC fait référence à ça, hein, c'est la notion d'architecture, totalement, une nouvelle architecture pour la publicité digitale. Hein. Exactement, et donc les travaux du Tech Lab, pour être entrer un peu plus précisément sans trop non plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur quoi le Tech Lab se concentre, c'est la création de systèmes permettant de responsabiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur via des mécanismes techniques qui empêchent des mauvaises pratiques, qui mitigent totalement des mauvaises pratiques, via des systèmes d'audit, via des données qui devront être loguées, associées à des transactions ID de transactions publicitaires qui vont faciliter les audits, à la fois pour le système en lui-même, pour les DPA, etc., pour montrer que tous les acteurs démontrent des bonnes pratiques, en fait, que l'intégrité du signal de consentement, par exemple, d'une privacy signal n'est pas altérée, etc., etc. Tout ça, ça va favoriser l'interopérabilité au sein de l'industrie pour limiter un peu la fragmentation qui se passe actuellement et qui va être encore pire à l'avenir, pour maintenir un écosystème florissant, favoriser la compétition, l'innovation, assurer aussi la diversité de l'écosystème. Je pense que ça aussi, publicitaire, c'est important. Éviter trop de concentration qui peut aussi menacer les terms and conditions, in fine, et les pricing qui vont être imposés, pourraient être imposés aux éditeurs pour monétiser leur inventaire et aux advertisers pour adresser leur campagne. C'est un socle commun sur lequel on va pouvoir tous travailler. Thibaut, pour les personnes qui pourraient faire le parallèle avec Sandbox, Sandbox c'est limité au navigateur. Là, avec REARC, vous voulez adresser l'intégralité de la publicité digitale, y compris les solutions, par exemple, propres aux mobiles et aux applications. C'est vraiment une vision beaucoup plus large. Oui, la vision de REARC, elle est beaucoup plus large, effectivement. Elle s'adresse à tous les appareils, notamment dans des use cases d'addressability où il y aurait toujours un identifiant disponible. Et donc, on le voyait avec un framework accountability, un framework addressability, un global privacy framework. Charles-Henri, c'est une initiative, évidemment, sur laquelle vous travaillez étroitement.
Oui, tout à fait. Encore une fois, avec un autre angle d'approche qui est tout à fait intéressant et certainement un moment à rapprocher avec l'angle qui est développé au W3C. Donc, W3C, discussion Google, donc très focalisée browser et donc web, où voilà, la logique, c'est de concentrer un maximum de responsabilités au sein du navigateur. Et le navigateur se fait fort de représenter les intérêts des utilisateurs, le user agent, comme on dénomme le navigateur dans les protocoles officiels de l'Internet. Là, l'idée, c'est vraiment voilà, un écosystème ouvert, et je pense que c'est ce qu'a dit Thibaut qui est vraiment très important, c'est de trouver de la diversité dans l'écosystème, et donc comment est-ce qu'on partage la responsabilité et comment est-ce qu'on se tient à nos engagements, tous autant que nous sommes, vis-à-vis des utilisateurs et de la bonne tenue de leurs données personnelles qu'ils souhaitent échanger et de leurs choix finalement, avec lesquels ils souhaitent, vis-à-vis des entreprises avec lesquelles ils souhaitent interagir de manière peut-être plus discrète ou d'autres avec qui ils souhaitent être dans une relation plus intime. Comment est-ce que nous, on favorise finalement, on développe un écosystème qui soutient ces choix et ces relations sans mettre à mal finalement le sentiment que peut avoir l'utilisateur vis-à-vis de la marque, vis-à-vis du retailer ou vis-à-vis de son expérience en ligne finalement. Avec des notions de gatekeeper, un peu comme vous avez poussé dans Sparrow, hein, en distinguant un peu les rôles des uns et des autres. Exactement, voilà. Vraiment clarifier les lignes pour que, encore une fois, chacun soit très clair de ses droits et de ses devoirs quelque part, et qu'on se dote d'une règle du jeu établie et stable et pour tout le monde, et qui permettent de d'avoir une vision exhaustive des sujets pour ne pas en oublier et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, surtout d'un point de vue utilisateur. Thibaut, il y a donc une initiative globale hein, de l'IAB aujourd'hui. Quel est le planning de ce projet et quelle peut être la valeur ajoutée aussi des acteurs européens à ce projet? La valeur ajoutée des acteurs européens, elle est très importante sur un point de vue de privacy. Enfin, je veux dire, on a l'expérience du Transparency and Consent Framework ici en Europe, mais c'est une pièce du puzzle, j'ai envie de dire, de ce que Rearc est en train de créer. Le projet, il y a eu une grosse phase de cadrage au début. Ils ont fait un appel à des propositions techniques. Là, aujourd'hui, il est en phase de conception de solutions techniques. Donc, il y a beaucoup de discussions sur la partie addressability, sur la partie standardisation des taxonomies, sur les données qui devraient être loguées pour procéder à des audits, pardon, sur voilà, différentes choses. Pour l'instant, il n'y a pas de code. Ils n'ont pas touché au code encore, mais ça va arriver courant début 2021. Donc le projet est en bonne se passe plutôt bien. Enfin, il y a un timing qui est assez difficile à gérer, mais ça se passe bien quoi, pour l'instant. Très bien. Charles-Henri, oui, c'est un projet très ambitieux, mais évidemment, il faut contribuer, il faut participer pour inventer maintenant hein, les futurs standards de l'industrie publicitaire digitale. Oui, exactement. Je pense que ce qu'on a pu voir au cours des dernières décennies, c'est un écosystème qui a été très florissant, très riche en innovation, et certainement que ce sont des qualités qu'on veut préserver. En revanche, voilà, dans le contexte actuel, et c'est certainement un signe de maturité hein, de l'industrie, on voit que la question finalement de la confiance utilisateur dans l'écosystème qui bouge tout le temps, qui est très innovant, qui a beaucoup de solutions. Maintenant se pose la question et dans tout ça, qui je suis, qu'en est-il de mes informations? Et on a pu évidemment partager des nouvelles un peu effrayantes, en tout cas angoissantes sur voilà, le fait que les données personnelles partagées dans un cadre soi-disant qu'on pouvait imaginer privé, finalement se retrouver partagées pour d'autres finalités avec parfois des finalités peut-être effrayantes. Donc, ce qui demande maintenant plus de transparence, plus de clarté. Et vraiment, l'enjeu, c'est de reconstruire, regagner la confiance de l'utilisateur dans son expérience finalement numérique et le rôle que la publicité joue dans favoriser une expérience numérique qui soit appréciable, vraiment enjoyable, comme on dit en anglais, mais qui soit à son bénéfice, au bénéfice de l'utilisateur et plaisante, et ne soit pas une source d'angoisse finalement, ou une source de questionnement sur qu'en est-il de ma vie privée finalement, et est-ce que je me mets en danger quand je vais sur Internet. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu premier, c'est
regagner la confiance de l'utilisateur dans l'écosystème et lui permettre de bénéficier de cet outil très riche, très vivant, dans des conditions qui lui permettent d'être à l'aise. Et on rappelle que la pub digitale n'a que 25 ans et c'est probablement l'âge où on commence à être mûr. Thibaut, pour ajouter sur, en ce que vous voulez dire. En mot de conclusion sur React. Non, mais juste pour insister sur ce que Charles-Henri vient de dire, je pense que la confiance utilisateur, c'est très, 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 très important. Il faut donner des choix à l'utilisateur, être transparent, lui permettre un contrôle sur ses données personnelles. Il faut respecter ses choix aussi partout, tout le temps, une fois qu'ils ont été donnés, et lui accorder l'expérience publicitaire qu'il a choisie à travers l'adressability. Et pour tout ça, il faut des règles, des audits, des règles et un programme de sanctions qui soit très ferme entre nous, parce que sinon, c'est la crédibilité de notre écosystème qui est en jeu. Et c'est comme ça qu'on perdra, une fois de plus, si on avait gagné un jour, la confiance de l'utilisateur en tant qu'industrie. Donc, au-delà du consentement, pour vous, le vrai sujet désormais, c'est la confiance. Hein. Ouais. Exactement. Je pense que le consentement et la retranscription légale de cet échange de confiance, quelque part, de cette autorisation à manipuler de l'information. Mais voilà, la confiance, c'est un sentiment, donc c'est compliqué à travailler. On peut essayer de l'encadrer, et je pense qu'il faut surtout faire tous nos meilleurs efforts pour mettre en œuvre, redéfinir, réarchitecturer, rearc un écosystème dans lequel on peut avoir confiance sans qu'il y ait de doute sur le fait qu'un acteur ou certains puissent tirer avantage, tirer parti de données qui sont très relatifs et très intimes à la vie privée des utilisateurs. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance est la nouvelle monnaie, que l'interopérabilité n'est plus un acquis par défaut et qu'il faut éviter une web tragedy of the common. Charles-Henri, Thibaut, un dernier mot? Oui, je pense que donc, voilà, on a vu qu'il y a beaucoup d'innovations et tous les présentateurs précédents, les intervenants précédents ont bien montré que c'est un système très riche qui est le nôtre. Et je pense qu'il faut de l'innovation, il faut que tout le monde apporte son innovation et son point de vue à la discussion. En effet, ça pose des questions d'interopérabilité, d'où vraiment l'importance de créer des standards et des règles du jeu. Et ça, c'est l'ambition de Rearc. Et en effet, le Web Tragedy of Commons, je pense que c'est clairement le scénario négatif dans lequel on ne veut pas tomber, c'est-à-dire on a une ressource partagée, une common resource, et si chacun en effet, optimise le web, et si quelqu'un cherche uniquement à maximiser son profil individuel, on voit que ce n'est pas un marché Adam Smith, c'est-à-dire que ce n'est pas un marché qui va converger vers un optimum global. Il y a un vrai risque que finalement on détricote, on détériore la qualité de ce tissu qui nous rejoint. Ce qui est une richesse pour tous. Thibaut, également un mot de conclusion rapidement. Je ne pouvais pas dire mieux que Charles-Henri là-dessus. Ouais, je pense que, on peut inviter tout le monde à rejoindre l'IAB pour travailler sur cette initiative. Il faut effectivement rejoindre. Alors, il ne faut pas penser que les choses se font. On attend, les choses se font, et puis dans 2 ans… Il ne faut pas être passif, il faut être actif. Ouais, dans 2 ans, voilà, je pense qu'il faut allouer des ressources au projet Rearc directement. Il y a besoin de profils techniques, business, légal, soit en testant des standards qui vont sortir, qui vont avoir besoin d'être testés. S'intéresser, se faire une opinion, soutenir et voir approuver publiquement le projet, générer l'attraction autour de ça. Je pense que c'est la responsabilité de tous quand nos business dépendent énormément des cookies tiers. C'est la responsabilité de tous de prendre part au projet et pas juste d'attendre que peut-être dans 2022, on prendra ce qu'il y a sur l'étagère. Très bien. Merci à tous les deux. Je vais vous proposer de rester un peu avec nous pour la session de questions-réponses. Et j'invite Eric Schnubel qui a suivi les questions des internautes. Eric, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général de l'IAB France. Est-ce qu'il y a eu des questions intéressantes pour nos speakers? Alors oui, il y a eu pas mal de questions intéressantes et je remercie les personnes de les avoir posées et les plus de 100 personnes qui sont encore présentes sur la plateforme. Alors je vais le faire pas forcément dans l'ordre des derniers développements, mais quand même poser les plus intéressantes qu'on a eues au début. Je pense notamment sur celle des environnements logués. Il y a pas mal de questions et d'interrogations. Alors, tout le monde n'a pas donné son nom, donc il y a pas mal de spectateurs
anonymes qui sont dans ce cadre-là. Donc, une question à propos de l'univers individuel. Donc, une question qui était pour Olivier notamment. Cela signifie qu'en plus d'inciter les utilisateurs à se loguer, il faut utiliser des ID, au pluriel, de type ID5, IDL, etc. Où sont les choses différentes? Il y a pas mal de questions qui demandent à préciser par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce matin, de préciser ou synthétiser les différences en quelque sorte possibles. Donc, je ne sais pas si Olivier, tu veux répondre ou Mathieu. Oui, tout à fait. Pour préciser la chose sur ce point, effectivement, pour que les Solution ID puissent fonctionner, il est nécessaire qu'il y ait un log de l'utilisateur pour que l'individu soit reconnu en tant qu'individu, donc de façon sécurisée. Après, ce sont des ID pseudonymes et complètement sécurisés qui vont permettre de délivrer le use case marketing, mais effectivement, il y a une nécessité d'avoir cette solution d'implémenter. On a parlé de la solution LiveRamp, la solution ID5, Unified ID, etc., toutes celles qu'on a listées depuis ce matin, et celles qui seront amenées à se créer dans le futur éventuellement, qui a un log utilisateur pour délivrer les messages marketing. Donc effectivement, la nécessité d'inciter l'utilisateur à se connecter, c'est pour le bon fonctionnement de ces solutions qui permettront du coup de travailler au niveau individu les messages marketing. Eric, une autre question intéressante? Oui, et même chose, toujours sur les différences. Est-ce que Rehark et ID 2.0 sont la même chose? Sinon, quelles sont les différences? Et quelque part, en synthèse aussi, les différences, si possible, parce que visiblement, il y a de la confusion entre le projet Sandbox, W3C et Rehark, qui a priori reste flou pour un spectateur anonyme et quelques autres spectateurs qui se sont révélés. Vu que je suis sur on mute sur la première partie de ta question, Eric, sur la différence entre Rehark et l'ID 2.0, c'est deux choses différentes. Rehark, c'est vraiment un groupe de travail qui permet de donner un petit peu un périmètre et de faire des avancées, mais sur des discussions, on va dire. Alors que l'ID 2.0, c'est une solution en tant que telle, implémentée sur un site pour délivrer des fonctionnalités, des solution ID dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et je rajouterais que peut-être la seule confusion qui peut naître de ça, c'était que dans le cas du projet Rehark sur le working group d'adressability, pour le use case où on pourrait avoir un identifiant via un user logué, The Trade Desk Unified ID a été proposé par The Trade Desk comme solution pour devenir un standard. L'idée n'est pas que cette solution reste propriétaire, mais ils ont proposé d'ouvrir le code, de donner le code, et aujourd'hui, il y a eu des discussions autour de cette solution The Trade Desk pour la faire évoluer et que ça devienne un standard. Pour l'instant, les discussions sont posées, mais risquent de reprendre bientôt. Et moi, j'ajouterais qu'au-delà de ce webinaire, on publiera dans quelques jours évidemment un livre blanc et on réexpliquera peut-être de manière un petit peu plus approfondie tout ce qui a été évoqué ce matin. Eric, est-ce qu'il y a une troisième question qui mérite un éclaircissement? Alors, il y avait une question qui me semblait intéressante pour revenir à Flock notamment. Est-ce que si c'est le navigateur qui segmente désormais les utilisateurs avec des cohortes, pour les publishers, cela ne rend-il pas l'usage d'une DMP inutile? Oui, je vais peut-être prendre cette question comme elle est sur Flock du coup. Donc, déjà, il y a une première chose qui est très importante de rappeler au-delà de la question, c'est qu'il n'y a pas une de ces différentes solutions qu'on a pu présenter aujourd'hui qui va prendre le pas et qui va s'imposer comme la solution unique. Donc, même si la Privacy Sandbox venait à exister concrètement et à être utilisée et que Flock, effectivement, ne nécessite pas, il n'y a plus besoin de, c'est plus la DMP qui va segmenter, c'est le navigateur lui-même, ça n'empêche qu'il y a encore une grosse partie du web qui sera accessible via, en tout cas une partie qui sera accessible via des solutions d'ID, où les DMP pourront, elles, jouer leur rôle et donc venir segmenter les utilisateurs authentifiés connus et donc le faire sur la base de la donnée first party des éditeurs ou des annonceurs. Donc les DMP ont toujours évidemment un rôle à jouer à ce niveau-là. Et si on prend uniquement le cas de la Privacy Sandbox, donc effectivement Flock, lui, passe par une segmentation par le navigateur, plus par les DMP. Par contre, il y a d'autres propositions, TurtleDove par exemple, dans laquelle on pourrait imaginer que l'éditeur puisse faire de la segmentation via sa DMP, mais via cette solution de TurtleDove qui est un petit peu différente, qui est normalement plus orientée sur du retargeting, mais qui pourrait être utilisée détournée pour faire de la création de segments d'audience first party, avec certaines limitations. Très bien.
J'ai encore une question qui est importante par rapport notamment au projet REARC, en fait, où il y a pas mal de questions dans ce sens. C'est dans le cas où on n'est pas membre de l'IAB, comment on peut participer à ces fameuses réunions? Parce que je crois que Thibaut, tu l'as dit. Et pareil, quel est le degré de participation qu'on peut avoir et dans quelle configuration? Donc Thibaut, est-ce que tu peux repréciser à la fois quand on est bien évidemment membre de l'IAB France et quand on est membre de l'IAB Tech Lab, et aussi quand on n'est pas membre, comment on peut s'intégrer dans ces groupes de réflexion, notamment sur REARC, qui est le projet. Oui, bien sûr. Bah, alors, le projet REARC en lui-même, il est ouvert à tous, membres IAB ou pas. Donc, on peut s'inscrire à la task force REARC. Et du coup, on va pouvoir suivre tous les mois un meeting d'une bonne heure qui fait un état des lieux global du travail qu'il y a eu dans les groupes de travail. Avant, c'était toutes les 2 semaines, maintenant, c'est tous les mois. Donc déjà, ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de s'inscrire sur le site de l'IAB Tech Lab. Ensuite, pour les groupes de travail, autour du Global Privacy Framework, de l'accountability et de l'adressability, ça, il faut être membre et payer sa cotisation à l'IAB Tech Lab. Très bien. Merci en tout cas pour cette séquence de questions-réponses. Il va être l'heure de conclure ce webinaire parce qu'il est déjà 11h39. On a un petit peu débordé et je vais inviter peut-être Augustin à rallumer son micro et sa caméra. Je crois qu'il est toujours avec nous. Et Eric, Augustin, est-ce qu'on peut faire un mot de conclusion? Et je me pose même la question, est-ce que c'est une conclusion? Est-ce que c'est un point de départ pour une nouvelle conversation autour du cookie? Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions en suspens. Je ne sais pas, je laisse répondre peut-être Augustin, mais pour cette partie-là, en tout cas, est-ce que c'est un point final ou un point de départ? C'est clairement un point de départ, comme je pense que tout le monde l'a bien compris, parce qu'on est vraiment au démarrage de quelque chose et effectivement, comme on l'a dit, je crois, plusieurs fois, le futur est à inventer ou réinventer. Je pense qu'il faut le voir comme une vraie opportunité pour nous tous. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup parlé de solutions techniques, on a beaucoup parlé d'AdTech et il y a eu beaucoup d'échanges au sein de l'IAB avec des sociétés effectivement côté AdTech, côté sell-side. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu aussi à intégrer à la fois les agences et aussi les annonceurs. C'est le cas dans le cadre du projet international REARC. C'est peut-être un peu moins le cas dans le cadre français. Et je pense, et j'invite tout le monde donc à nous rejoindre et à participer à ces différentes réunions sur le sujet parce que tout le monde est bien évidemment concerné. Et je laisse peut-être le mot de la fin, de la conclusion à Augustin, ouais. Augustin, sachant qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Exactement, il y a plein de choses à retenir. Déjà, je voulais tous vous remercier, les intervenants, parce que c'était très clair et c'était un bon résumé de ce qu'on va avoir dans le guide qui va être diffusé la semaine prochaine. Le guide, c'est une première étape. On va aborder les sujets de façon théorique et on a l'ambition d'en sortir un deuxième avec des use cases et c'est là où c'est très important. Je vais reprendre ce qu'ont dit Thibaut et Charles-Henri et Eric. Effectivement, l'IAB est au cœur de cette problématique. L'IAB a défini des standards au niveau des formats publicitaires, a toujours su embrasser ces changements et proposer des solutions. Et comme vous disiez tous, le compte à rebours est lancé. Donc, on sait qu'il y a une deadline à 2022. C'est aujourd'hui qu'on met en place ces solutions. C'est aujourd'hui qu'on définit les standards. Alors, il y a REARC avec le Tech Lab qui chapeaute un peu tout ça. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une solution qui va remplacer l'usage de cookies tiers. Donc, il faut être actif, essayer, tester, être créatif aussi. Et comme on l'a tous dit, venez rejoindre l'IAB. C'est ensemble qu'on construit la solution de demain. Et si, en tant qu'AdTech, on n'a pas très bien compris les problématiques d'un publisher ou d'un annonceur, ce serait dommage qu'on passe à côté. Donc, venez nous rejoindre, travaillons ensemble. C'est aujourd'hui et que ça se met en place. Un futur peut-être cookie-less, mais en tout cas qui ne sera pas IAB-less. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez plus d'une centaine ce matin. Et donc, vous recevrez dans quelques jours le guide en complément du webinaire qui sera peut-être aussi disponible en replay. Merci à toutes et à tous et bonne fin de matinée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir.